Salut, donc je vous retrouve pour la deuxième vidéo du compte qui est la première partie de la vidéo recommandation fantasy. Donc vous allez vous rendre compte, c'est pas le même endroit, c'est pas la même tenue et compagnie. Parce que j'ai décidé au dernier moment de la couper parce que je m'étais pas rendu compte que j'avais déblatéré autant et qu'on atteignait quasiment les 40 minutes de vidéo. Donc bon, certes avec le montage j'aurais pu peut-être gagner grand maximum 5 minutes. Mais c'est beaucoup trop long pour une vidéo recommandation. Je parle de 5 livres. Donc pour que vous ne mouriez pas d'ennui et que vous soyez motivé à les regarder malgré tout, je les ai découpés en deux. Donc aujourd'hui c'est la partie recommandation de fantasy non occidentale. Donc j'avais prévu un top, pas un top 5 mais 5 recommandations. Donc voilà, on va avoir deux fantasy non occidentales, plus précisément une d'inspiration asiatique et une d'inspiration orientale. Et je vais vous laisser tout de suite avec le reste de la vidéo qui avait été tournée en amont. Et maintenant on va parler de La guerre du pavot de R.F. Kuang, disponible en français chez Actes Sud. La suite n'est pas encore annoncée aux dernières nouvelles, la suite. La traduction de la trilogie est entièrement parue en VO. Donc, je vais certainement me la procurer en VO. Il me faut la suite. Et donc dans ce livre, on va suivre Rin, une jeune orpheline, qui va vouloir postuler à l'académie militaire la plus prestigieuse du pays, qui se trouve à la capitale. Sauf que le léger hic, c'est qu'il y a très peu de place. Il faut vraiment faire partie de l'élite pour être sélectionné et réussir le concours qui en permet l'accès et finir premier. C'est la seule option. Donc il y a je sais plus combien il y a de places par province, mais c'est vraiment dérisoire. Et donc on va la suivre dans ses études, dans un premier temps. C'est vraiment assez particulier. Moi je me rappelais plus trop du résumé, je sais que j'avais déjà entendu parler. Mais là je vais toujours vous faire des résumés foireux, hein. Vous attendez pas à des résumés de qualité. Pour moi, moins on en dit, mieux c'est. Voilà. Et ça, j'ai oublié de vous le dire, c'est de la fantasy, mais d'inspiration asiatique, plus précisément chinoise. Et même en extrapolant un peu, ça semblerait logique, de la guerre sino-japonaise. Parce qu'on est sur l'île. Il y a une île voisine, c'est Mujan. Je sais pas comment ça se dit. Et Rin, elle, vit dans l'empire de Nikkara. Et donc il y a un conflit entre la petite île et l'empire. Bon, voilà, je vous laisse deviner qui est la Chine et qui est le Japon. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Je vous déconseille par contre, là on est sur de la fantaisie adulte. Même moi qui ai un goût prononcé pour le gore, le macabre, il y a certains chapitres, ils m'ont clairement coupé l'appétit. C'était de la description juste ignoble. C'était dégoûtant. Je n'ai pas d'autres mots. Donc voilà, soyez prévenus, ça fait pas dans la dentelle. Ça s'appelle La guerre du pavot, c'est pas pour rien. On a une première phase du livre où c'est vraiment un roman d'apprentissage sur ses études. On découvre l'univers comme ça grâce à ça et j'ai trouvé ça très sympa et très bien fait. Vu que Rin apprend l'histoire du pays, c'est une de ses matières tout simplement, et on la découvre comme ça via les textes, on va dire. J'ai trouvé ça bien. C'est une bonne façon d'introduire l'histoire sans que ça soit trop gros et trop rébarbatif. Et donc la deuxième partie si on peut dire. Après on est sur c'est plus militaire, il y a plus de combats, il y a beaucoup plus d'action et c'est trop bien. Et c'est là où ça devient un peu plus gore si on peut dire. Et il y a de la magie aussi, je vous laisserai découvrir la magie parce que moi je ne savais pas, au début j'étais là, attends c'est de la fantasy, il y a bien la magie qui va débarquer à un moment ou à un autre. Donc oui elle arrive, mais vous attendez pas dès les 50 premières pages voir de la magie dans tous les sens. Non, c'est pas du tout le cas. C'est dans un sens c'est assez lent parce que on suit Rin quand même sur une assez grande période de temps, mine de rien. Mais c'est trop bien, c'est trop bien, j'ai rien d'autre à dire. C'est hyper fluide, ça se lit bien, c'est passionnant. Il y a une vraie psychologie derrière Rin, elle est c'est pas le personnage parfait, elle est pas toute lisse, elle est pas toute blanche. Ça parle de racisme aussi, puisqu'elle est plus. Elle a une coloration de peau, on va dire, une carnation plus foncée que la majorité de ses camarades.
c'est pas très bien accepté. Et donc Actes Sud avait justement, je pense, je crois, si je dis pas de bêtises, eu des problèmes. Pas mal de gens s'étaient plaints sur la couverture où elle est quand même relativement pâle comparée à la description qu'on a d'elle dès les premières pages. Je m'égare, mais du coup Rin elle est vraiment pas parfaite. Elle a des réactions parfois, mais moi je les ai trouvées quand même toujours logiques. Elle est un peu détestable aussi, mais ça montre bien comment on peut réagir face à des choix, face à ce qu'on a d'un côté toujours voulu, et quand on se le retrouve, quand on a ça face à nous, qu'est-ce qu'on fait réellement pour l'obtenir ou non, le prix, les conséquences. C'est trop bien. En plus, il n'y a pas, à la différence de pas mal de romans young adultes, on se retrouve pas avec une romance énorme qui prend la place et le pas sur l'intrigue. Là, on a une vraie intrigue sur plein de niveaux. On découvre la magie, la politique, l'organisation du pays, son histoire. Voilà, moi c'est tout ce que j'aime dans la fantasy et je vous le recommande vivement. Et le dernier livre dont je vais vous parler, je pense que certains l'auront deviné, il s'agit de Characaille de Bradley P. Beaulieu. Là c'est le tome 0.5 de Sea of Sun and Malice Maid, qui n'est malheureusement pas disponible en version française alors que c'est quand même bien utile au récit. Pour l'instant il est disponible jusqu'au tome 4 en français chez Brajlon. Après Brajlon, vous voulez continuer à acheter, vous ne voulez pas continuer à acheter leur parution, chacun ses choix. Moi je vais les lire en anglais parce que j'ai lu celui-là qui m'a permis de découvrir la plume d'origine et ça allait, même si certains mots de vocabulaire, j'étais habituée à les lire en français, ce que j'ai eu jusqu'au tome 3. Au début j'étais là, bon, faut que je m'y retrouve, mais maintenant que c'est chose faite, je vais tout me relire en anglais. Et lire toutes les novellas, il y en a 5 si je dis pas de bêtises, qui ne sont pour l'instant pas prévues d'être traduites non plus, alors qu'elles sont quand même bien utiles au récit. Je les ai pas lues, mais je trouve ça un peu triste de ne pas traduire tout, alors que quand c'est pas forcément nécessaire à l'intrigue, mais ça permet de la comprendre beaucoup plus facilement. Pour moi, quand j'ai lu le tome 3 de Characaille, j'étais là, j'ai l'impression d'avoir manqué un épisode, mais j'étais là, bon, je comprends quand même la globalité, tant pis. Voilà. Voilà pourquoi je ne comprenais pas, je comprenais que la globalité, mais pas forcément d'où ils sortaient, les personnages, en fait, le pourquoi du comment. Il est là, le pourquoi du comment. Donc, si elle fait 225 pages, ça se déroule avant le tome 1. Ça peut se tenter si vous n'avez jamais lu de VO. Ça peut. C'est pas le plus facile au monde, mais vu que ça reste assez court, et si vous le lisez en ayant quand même en connaissant l'univers, ça peut le faire, je pense. Mais de quoi ça parle Characaille? Je vous en ai déjà parlé dans le book haul, vu que j'avais reçu le tome 4. Mais je vais vous en reparler. Le résumé va toujours être pas très logique ou qualiteux, parce que je m'en rappelle pas forcément précisément de ce qui se passe dans le 1, de ce qui se passe dans le 2. Donc on va faire un plan assez global, histoire de ne rien dire en trop. Donc dans Characaille, on va suivre Seda qui a sa mère qui se fait assassiner quand elle a une dizaine d'années. On est sur le même plot twist de départ que Nevernight, c'est génial. C'est souvent le départ de pas mal de livres de fantasy en soi. Et donc sa mère se fait assassiner. Des années après, Seda, elle a toujours le souvenir de sa mère et se poser des questions en fait. Pourquoi elle a été assassinée? En plus, la révolte, on va dire, gronde de plus en plus fort à Characaille. Pour certains, ils souhaitent mettre fin au règne des rois qui dure depuis bien trop longtemps. Ça fait plus de 400 ans qu'ils sont au pouvoir et qui règnent par la terreur. Et donc Seda, elle va commencer à enquêter, à chercher des réponses qui vont la mener dans... Comment dire ça sans spoiler, parce que je ne me rappelle plus. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Qui vont la mener à s'interroger sur le bienfait des rois et tout ça, et tout ce qui va avec eux. On va au fil des tomes apprendre leur immortalité, pourquoi eux sont immortels et pas d'autres, alors que pour comprendre tout simplement l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé qui a mené à telle ou telle chose.
En plus, tous les rois, ils ont plus ou moins des pouvoirs, des aptitudes qu'on découvre au fil des tomes. C'est génial de se rappeler des 12 rois et de leurs 12 pouvoirs, de leurs 12 surnoms. Ça, c'est mieux d'avoir la liste sous les mains parce que il m'a fallu arriver au tome 3 pour être capable de réciter les 12 rois et maintenant j'en suis plus capable déjà. Je suis un poisson rouge, genre, que voulez-vous. Et donc on va suivre tout ça. Au début on a surtout le point de vue de Seda. Dans la novella c'est pareil, on a que le point de vue de Seda. Dans le tome 1, je pense que de mémoire, au bout d'un moment on en a plusieurs. Mais c'est vraiment au fil des tomes, il y a des points de vue qui s'ajoutent. Comme ça on a une vision plus globale de Sharakai et du désert qui l'entoure, de la relation de Sharakai avec les autres pays, des tribus qui vivent dans le désert, la place de la religion, des dieux et des déesses, leur rôle dans tout ça, des différents types de magie, de la révolte qui gronde, et tout ça. Et c'est trop bien, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment parfait pour moi, il y a tout pour plaire. Le tome 1, il est assez introductif, on ne sait pas forcément précisément où on va aller, mais le tome 3, c'est le dernier que j'ai lu, mais pour l'instant c'est mon préféré. La violence monte crescendo, on a de plus en plus de combats, on a de plus en plus d'enjeux, on commence à voir se dessiner les liens entre les personnages, entre tout. On commence à tout comprendre, à tout voir, et c'est vraiment bien fait. La plume, c'est malgré la quantité d'informations, parce que là on a quand même beaucoup de personnages, au bout d'un moment on a beaucoup de points de vue. Moi c'est très sûrement le premier que je lis où il y en a autant, parce que je n'ai pas lu tant de fantaisie adulte que ça. Et c'est fluide, c'est naturel, on retient facilement, mine de rien. Certains trucs, d'autres il faut faire des listes, mais c'est vraiment superbement bien exécuté. Sharakai est dépeint d'une façon, ça j'en ai pas trop parlé, mais les descriptions, elles sont vraiment fabuleuses. En plus, elles sont pas forcément trop longues pour pas devenir ennuyantes. Moi, c'est pas forcément mon truc. Les descriptions qui durent 5 pages pour décrire une porte, j'exagère, mais on a l'impression d'y être, que ça soit les odeurs, les couleurs. C'est vraiment magnifiquement bien exécuté. J'adore Sharakai Pusutu, la preuve, je vais les relire là, parce que alors, je les ai lus il n'y a pas si longtemps que ça, mais je vais les relire parce que je les aime d'amour. Donc allez lire Sharakai s'il vous plaît. Et on va arrêter cette vidéo là, parce que je pensais qu'elle allait durer moins longtemps. Elle va être assez longue mine de rien, parce que je ne sais pas m'arrêter de parler quand j'aime bien un livre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains d'entre eux ou si vous avez des titres de fantaisie à me conseiller. Bisous, à bientôt.